Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la chaîne YouTube de l'Alternative. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 octobre 2020 et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux grands écrivains togolais. Le plateau sera expressement littéraire. Nous allons aborder les œuvres de l'esprit et nous allons parler de la littérature togolaise, du roman, de la poésie, du théâtre. Et donc nous avons l'insigne honneur de recevoir dans ce studio d'Aldus deux grandes figures de la littérature togolaise, Monsieur Claude Assiobotis qui signe déjà une chronique littéraire dans l'Alternative, qui vient de recevoir le Grand Prix du roman togolais 2020, un prix organisé, une initiative du ministère de la Culture parrainée par l'État. Et puis ensuite nous recevrons notre frère et compatriote qui vient de la diaspora, M. Théo Ananiso, qui vient aussi de sortir un nouvel essai et nous allons en discuter. Et donc nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur notre page YouTube de l'Alternative. Et bonjour Isidore. Bonjour. Voilà, donc c'est avec Isidore que nous allons animer cette émission. Bonjour M. Assiobo. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, comment vous allez? Oh, à la togolaise, comme on le dit souvent. Hein. D'accord. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Il y a 20 ans, je crois, vous avez eu un prix à Dakar. Je ne m'en souviens plus trop des détails, mais il y a quelques jours, vous avez été déclaré lauréat du Grand Prix du roman togolais. Avant d'arriver dans le fond du sujet et surtout de ce livre qui vous a permis d'avoir ce prix-là, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la littérature togolaise en général? En général, la littérature togolaise se porte bien. Hein. La preuve, c'est que vous avez dans ce studio un représentant de la diaspora, hein, dont le nom incontournable, Théo Ananiso. Il fait partie du 14 qu'on peut appeler. Il y a Samichak, il y a Kossiefi, et d'autres. Bon. Et sinon, surtout à l'extérieur, la littérature togolaise est très bien représentée. Alors, mais lorsqu'on jette un regard sur la littérature togolaise, on voit quand même qu'il n'y a pas tellement de visibilité. Vous venez de citer ces auteurs qui nous sont connus, qui sont qui sont présents sur le marché, mais à l'intérieur du pays, on ne voit quand même pas. Il n'y a pas de visibilité. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Et c'est curieux que nos grands écrivains célébrés à l'extérieur ne soient pas connus sur leur terre natale. Nos élèves ne connaissent pas nos écrivains qui sont à l'extérieur, qu'on cite souvent, que tout le monde cite. J'ai entendu même Alain Mabankou en citer, en citer. Parmi les écrivains, il a cité les écrivains togolais. Mais à l'intérieur, les élèves, les étudiants même, parfois même en lettres modernes, ne connaissent pas nos écrivains qui prennent le flambeau togolais à l'extérieur. C'est le paradoxe. Et que dire de ceux des écrivains togolais? Là, c'est plus lamentable. Mais d'où vient le problème? Parce qu'en fait, lorsqu'on était encore au on a eu à étudier ce roman de Yves-Emmanuel Dogbé, le titre même m'échappe un peu, mais bon, on a eu à étudier La Victime. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de romans ou d'essais togolais qui soient au programme dans les lycées, les collèges et même à l'université. Oui, ça c'est vrai. Où est le problème? D'où vient le problème? Oui, le problème... Pourquoi nous délaissons nos écrivains pour aller étudier les Sénégalais, les Français, je ne sais pas, les autres écrivains? Par exemple, vous allez voir un professeur à l'université qui va plus parler d'Alain Mabankou que peut-être de Théo Ananiso ou de Kossiefi ou de Samichak. D'où vient le problème? Non, je crois qu'à l'université, les professeurs s'occupent bien de ceux qui sont à l'extérieur parce qu'eux, ils ont déjà fait leur preuve. Ne publie pas dans ces pays-là qui veut. Le tri est drastique. Donc, ils ont déjà fait leur preuve, ils ont passé leurs examens. Donc, à l'université, je crois quand même qu'ils sont assez visibles. Mais ils ne sont pas assez vulgarisés dans le pays. C'est ça qui est dommage. Surtout dans les collèges et lycées. Dans les collèges et lycées. Bon, vous avez parlé de la victime. Moi, à mon temps, j'ai déjà pris ma retraite. Mais je peux vous dire que notre programme scolaire en matière de littérature
notre programme est vieux et désuète, je dirais même, de plus de 20 ans. Alors que beaucoup de choses se sont passées. Et la victime dont vous parlez, ça ne fait pas partie de nos fleurons. Je ne dirais pas que ça fait partie de nos chefs-d'œuvre. Hein. Nos chefs-d'œuvre ont commencé à partir de 90. Hein, avec Alem Touro, Kani Alem, avec Kossifi, les Théoanalyses sont suivis, Sabichak, tout ce monde-là, c'est à partir de 90. Et c'est les plus gros morceaux. Et si ceux-là ne sont pas visibles, que dira-t-on des miettes? C'est ça le grand problème. Je crois que l'État doit s'en occuper. Il est temps, et maintenant que nous avons au ministère de l'Éducation un universitaire, un ancien recteur, je crois qu'il ne peut pas être indifférent à ce problème. Il peut le résoudre. Je crois qu'il peut le résoudre. Donc, alors, on peut espérer. Donc, on peut dire qu'il y a tout un plaidoyer à faire parce que lorsqu'on parle généralement de culture dans notre pays, on se réfère aux fêtes traditionnelles, à Gbobozan, avec Pessoso, et Vala et tout ça. On oublie carrément la littérature, le théâtre, la poésie, les contes, toutes ces richesses qui sortent de notre terroir. Et donc, il y a forcément aujourd'hui un plaidoyer à faire à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de l'État, et puis ensuite au niveau des programmes scolaires, pour que tous ces documents ou ces livres, cette richesse-là enfouie dans je sais pas, dans la masse, puisse être servie à nos enfants qui sont dans les collèges et les lycées. Mais absolument, je me dis même que c'est incontournable. Bon, vous avez parlé d'Agbobozan, tout ça. Vous savez, dans notre pays, je ne sais pas si c'est une mentalité, on a souvent réduit la culture à la patate douce et au manioc. Ça s'arrête là. Je crois que il est temps qu'on redéfinisse les choses autrement. Et je crois que ce plaidoyer-là, on l'a déjà commencé. Et ça va arriver. Et dans un pays, les élèves s'intéressent mieux à la culture de l'esprit lorsque c'est des œuvres du terroir. C'est des œuvres bien écrites et des œuvres de très bonne crue, mais qui émanent du terroir, je crois que, et qui prennent en compte leur vécu quotidien, avant de s'ouvrir aux grands problèmes inévitables. Je crois qu'on les accroche plus. Et ça, là, je crois que on ne peut pas ne pas le comprendre. Nous avons un plaidoyer à faire, nous le ferons. Alors, lorsqu'on parle de la littérature au Togo, on fait incontestablement référence aux bibliothèques. Quand nous étions très petits, on allait dans les bibliothèques, aussi bien dans les établissements scolaires que dans les mairies, les bibliothèques municipales. Toutes ces bibliothèques sont de plus en plus invisibles, ont disparu. Ce qui existe aujourd'hui, c'est des initiatives privées. Alors, avec la décentralisation et les nouvelles mairies, est-ce qu'il y a un espoir de voir dans ces mairies-là la bibliothèque revenir au devant de l'actualité, peut-être avec les jumelages, pour que nos enfants retournent dans les livres plutôt que d'être tout le temps accrochés à des téléphones intelligents. Oui, mais je crois que la mairie, c'est une chance. La décentralisation, c'est une chance que nous devons choisir. Et je crois que ce plaidoyer dont on vient de parler, il faudra le faire, le marteler auprès des maires. Et je crois qu'elle a été élue par le peuple, ils auront des oreilles à cela. Et la bibliothèque, ça ne manque pas non plus. Il y en a un peu partout. Mais je crois que ce qui manque surtout, c'est la motivation. Il faut qu'on arrive à réexpliquer aux élèves que la culture de l'esprit est inévitable, incontournable, et cela passe d'abord par le livre qui est l'instrument cardinal de la culture. Les WhatsApp ne peuvent pas remplacer. Les réseaux sociaux sont des adjuvants
ça peut accompagner, mais ça ne peut pas remplacer. On ne va pas faire l'historique du livre ici. Le livre, on sait ce que c'est. On peut se promener avec le livre. On peut dormir avec le livre. Mais je crois quand même que, à mon avis, les choses bougent. Il ne faut pas peut-être jeter des pierres ou trop de pierres à nos autorités, puisque le prix dont vous voulez de parler, c'est une grande première. On en parlera. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai bon espoir que beaucoup de choses bougent, puisque ça, en souterrain, beaucoup de choses se font. Les créateurs sont là, ils produisent des œuvres de bonne qualité, et qui ne demandent qu'à connaître l'émergence. Et avec cette poussée-là, et à mon avis, arrivera un jour où ce serait une éruption volcanique dans le bon sens. Alors, vous êtes éditeur, vous venez de publier un roman aux éditions Saint-Augustin d'Afrique. Quelle est aujourd'hui la situation dans le monde des éditeurs et quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les maisons d'édition pour faire paraître vos œuvres? Oui, je suis auteur, je ne suis pas auditeur. Okay, je suis conseiller littéraire dans une édition, oui. dans une maison d'édition. Oui, les difficultés des auteurs, au Togo à l'intérieur, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, c'est assez libéralisé. On peut facilement rendre visible son œuvre, mais ça a une instance fâcheuse sur la qualité. La littérature, ce n'est pas comme une boutique où on peut aller vendre tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre, et ça, il y a une traînée de boue. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes nous sommes dans le régime de compte d'auteur au Togo. Et ça là, il suffit que quelqu'un se dise auteur, il peut publier son œuvre. Ça a son avantage, mais ça a aussi son inconvénient. Tous ceux qui sont publiés à l'extérieur, il faut demander. Moi, j'ai suivi un peu Gallimard là-bas, et Théo Alaniso qui est ici va vous le confirmer, qui a publié dans cette maison. Je vous dis que sur 200 œuvres, on m'a dit qu'on peut retenir entre 3 et 6. Si vous passez à cet examen-là, ça veut dire que les lecteurs sont obligés de vous faire confiance. Mais si chez nous, sur 100 œuvres, on publie 98, il y a problème. Il y a problème. Mais tout ça fait partie de l'aventure. Ce n'est pas mauvais. Tout ça permet de rendre vivant le monde de la littérature. Il y a de l'animation, ça bouge. Et les choses vont se sélectionner par elles-mêmes. Et j'ai bon espoir que ça va venir. Alors, lorsqu'on parle d'auteurs et d'éditeurs, on parle d'un investissement humain, d'un investissement de l'esprit, mais d'un investissement aussi financier. Est-ce que vos livres sont souvent consommés par l'opinion? Est-ce qu'on arrive à vivre de ces œuvres au Togo ici? Oui, c'est une utopie. D'abord, il faut vendre. Je crois que vous faites un tirage de 500, une impression de 500 lignes. En 10 ans, vous n'avez pas fini de vendre. Vous voyez, c'est une détresse carrément. Le marché du livre n'existe pas au Togo. Et il faut le créer. Il faut le créer justement en entraînant dans le programme officiel les meilleurs livres. Les meilleurs livres. Et il faudra apprendre aussi à les subventionner. Et il faudra créer autour de tout ça des animations et qui fassent que des élèves, des étudiants s'intéressent à la lecture. Lorsqu'on s'intéresse à la lecture, on découvre ce plaisir. La lecture plaisir, ça n'existe pas encore. Donc tout ça, ce marché-là, il faut le créer. Il faut le créer. Sinon, pour le moment, c'est presque nul. La consommation est nulle. Alors, parlant du Grand Prix du roman togolais 2020, votre livre, le roman qui est une trilogie romanesque, je venais de le dire tantôt, sorti aux éditions Saint-Augustin d'Afrique, a obtenu le prix du roman togolais 2020.
Alors, je laisse la parole à Isidore pour vous poser les questions sur ce prix d'abord. D'où vient ce prix? Est-ce que c'est une première au Togo? Quel sentiment vous avez après avoir reçu ce prix? Oui, merci beaucoup Ferdinand. Monsieur Claude Assiobo, comme l'a dit tout à l'heure Ferdinand, vous êtes lauréat du Grand Prix de roman togolais. D'abord, quel sentiment vous anime en ayant ce prix? Bon, non, naturellement, c'est un sentiment positif. À quoi aspire l'écrivain? Avec une consécration, un partage. Si un prix peut participer à votre visibilité, il serait hypocrite de dire que on ne le positive pas. On ne le positive pas. C'est un bon sentiment. Et on encourage l'État à aller dans ce sens, à aller plus. Au fait, ce prix existe dans beaucoup de pays. Au Burkina Faso depuis deux. Moi, j'ai été à Dakar dans le cadre du prix que vous avez évoqué là. Depuis 1994, ce prix existait déjà. Et c'était des prix très prisés. Au Bénin, à côté ici. Et ça mobilisait tout l'espace culturel dans ce pays. Bon, il vaut mieux tard que jamais. Ça a commencé ici à bouger et je suis le premier à l'obtenir. Je crois que ce n'est pas mal. Et pourquoi c'est cette année que vous avez institué ce prix, le Grand Prix du roman togolais? C'est l'État qui a institué ce prix parce que le moment est venu, on a senti le besoin de le faire. Les choses poussent petit à petit, on a senti le besoin de le faire. En réalité, avant il y avait un fonds culturel depuis une dizaine d'années qui accompagnait les écrivains, qui distribuait un peu d'enveloppes pour accompagner la publication. Mais les résultats n'ont pas été, selon l'avis de ce fonds, les résultats n'ont pas été concluants. Alors ils ont dû faire des réformes. Au lieu de donner de l'argent pour aller publier des choses qui ne sont pas toujours à leur goût, bon, alors il vaut mieux sélectionner, laisser la chance, laisser aux auteurs la possibilité d'éditer leur livre, puis sélectionner les meilleurs et les rendre visibles. Et je crois que nous sommes les premiers fruits de cette réforme-là. Alors, comment se fait qui sélectionne Qui sélectionne, puisque c'est un prix placé sous l'autorité du ministère de la Culture, qui sélectionne? Y a-t-il un comité scientifique? Comment se fait la sélection? Oui, selon les indiscrétions, qui ne sont plus des indiscrétions, c'est l'université qui a planché sur ça. C'est l'université, l'école des lettres, et le doyen avec ses lieutenants, ils se sont représentés dans le jury. Selon ce que j'ai eu dit, par exemple, pour le prix là, il y a 12 professeurs d'université qui se sont réunis et qui ont trouvé que je peux faire l'affaire. Donc, mais je signale quelque chose, il ne faut pas réduire la littérature togolaise à un prix. Il y a d'autres qui écrivent bien, mais qui n'ont pas encore de prix. Donc, qui écrivent très bien. Donc, ça c'est vrai, même dans la presse nous écrivons parfois très bien, mais bon, on n'a pas encore de prix. Ouais. Alors, on va aborder le roman qui vous a permis d'avoir ce prix-là, cette trilogie romanesque dont le titre s'appelle Le Destin d'Agbetor. Qu'est-ce que vous dites dans ce roman? Il s'agit de quoi? Ce qui m'a inspiré, c'est que l'Afrique, nous sommes des âmes morcelées par la colonisation et l'esclavage, des âmes morcelées. Et heureusement que nous ne sommes pas en lambeaux, mais nous sommes dépiécés. Et moi j'ai bon espoir que ces pièces-là, on peut les refaire, nous retrouver. Vous allez voir que dans mon roman, mon obsession c'est le double. C'est une tête qu'on a tranchée, qui ont décapité. C'est des Siamois, de deux frères Siamois, qui sont appelés par exemple à succéder à un trône. On leur dit de s'entendre pour remplacer le roi.
Et à un moment, lorsque ils ont compris qu'il y a des enjeux matériels derrière ce trou-là, ils n'arrivent plus à s'entendre. Ils se déchirent de tous les... Alors qu'ils sont obligés de s'entendre. Ils se déchirent de tous les côtés. Mais à la fin, par le jeu des fantastiques, du fantastique, l'un, lorsqu'ils sont menacés, l'un s'est réincarné, l'un a avalé l'autre. Et au lieu de jumeaux, on se retrouve avec une seule personne. Et ça fait que le double n'est plus physique, le double est devenu extérieur-intérieur. Hein? Et là, ça rejoint le thème universel du double, est-ce que vous suivez, etc. Voilà un exemple. Et si vous voulez, peut-être que souvent il y a du mythe, il y a du réalisme, il y a du fantastique, tous ces jeux-là, j'ai pu faire mon repas. Et j'invite le lecteur qui veut découvrir à le lire. Et si on a un peu de temps, peut-être que je peux vous... C'est le temps qui va nous manquer. Je peux vous donner une idée en lisant un peu. Ça, c'est 3 romans. Ça, vous pouvez lire, c'est dans le dernier roman. Agbeto, c'était l'un des génies qui vivait au ciel au service de Hedyeso, le dieu suprême du feu. Un jour, en regardant les autres génies, Agbeto les trouvait étranges parce qu'il était différent de lui. Il n'éprouvait alors pour eux que méfiance, dédain et haine, et son cœur devient bouillant comme un magma. Mais il se demandait lui-même parfois pourquoi. Mais pourquoi? Il ne cessait de s'interroger. Suis-je né avec un cœur de pierre? Ses propres sentiments le perturbaient. Il les sentait mauvais, mais il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Un matin, il plongea sa main comme un couteau dans sa poitrine, enleva son cœur et le jeta dans le vide. La pierre, en tombant dans l'espace, émit un grand bruit, Big Bang, et se fracassa en 5 morceaux. Agbeto ressentit un grand vide dans la poitrine et commença à pleurer et pleura toutes les larmes de son corps. Et ces larmes arrivèrent jusque sur notre terre, entrèrent dans toutes les fissures et les crevattes des 5 morceaux de pierre qu'elles poussèrent petit à petit à s'écarter. Ce fut la naissance des continents. À force de pleurer, Agbeto sentit un autre cœur pousser dans sa poitrine fragile. C'était un cœur de chair. Puis, il fut envoyé lui-même par Hedyeso sur la terre pour rapprocher ces pierres écartées. Voilà. Alors, ce sont là quelques extraits de ce livre qu'on prendra le temps de lire. Voilà. Mais le temps nous talonne, mais on va poser encore quelques questions avant de nous séparer. Alors, vous avez eu ce prix avec d'autres auteurs, Monseigneur Bariga, je crois qu'il y en a eu dans le cadre du théâtre, Madame Tiassim au niveau de la poésie, et puis Monsieur Folika au niveau des contes. C'est quoi la suite après ces prix décernés par le gouvernement? C'est quoi la suite? Est-ce que vous pensez vous retrouver entre auteurs, vous réorganiser pour donner une certaine visibilité à vos œuvres? Parce que absolument. La journée de la cérémonie qui a consisté à vous donner les prix vient de passer. Est-ce que ça rentre dans l'oubli ou bien vous allez faire une promotion de ces œuvres? Absolument, absolument. Avec l'aide des médias, bien sûr. On peut compter sur vous. Vous faites déjà beaucoup de choses. Et je suis heureux que l'Alternative fait partie des journaux qui ouvre, et ça c'est une occasion encore de le dire, je l'ai dit aux auteurs, qui ouvre gratuitement une de ces pages à la promotion de la littérature togolaise. Je les invite à découvrir ces pages, à s'y inscrire, et pourvu qu'il y ait la qualité, on n'hésiterait pas à les rendre visibles. Donc ça fait partie de notre agenda. On n'y manquerait pas. Et je crois que les professeurs de français, les professeurs d'université, nous prêteront quand même
leurs efforts. Il y a déjà des associations des écrivains du Togo, je ne sais plus combien il y en a exactement. Vous avez été l'ancien secrétaire général de l'une à l'époque. Comment est organisé aujourd'hui ce monde et pour que vous puissiez donner de la visibilité à vos œuvres? Oui, malheureusement, là-bas, c'est l'ego qui règne. Hein. Il paraît que les écrivains ont l'ego surdimensionné, ça se dit. Mais au lieu d'avoir une fêtière qui permet d'être un interlocuteur crédible avec l'État, chacun veut aller de son élan. Et ça, je ne le comprends pas. Moi, j'ai souvent appelé plus d'une fois à la discipline, dans notre propre intérêt, parce qu'on ne peut nous écouter que si nous parlons d'une seule voix. Et la jeunesse aujourd'hui... Il y a l'association des écrivains du Togo, il y a l'association des femmes écrivains du Togo. Oui. Pourquoi tous ces démembrements? C'est ça que je comprends pas. Les femmes sont différentes je ne comprends pas. Dans la production de l'œuvre de l'esprit. Chacun veut garder son petit morceau de gâteau. Tout ça, c'est des miettes. Il faut les oublier et faire l'essentiel. Hein? Sinon, je ne sais pas que c'est une guerre qu'on m'appelle. Parce que les jeunes sont très pressés. Ils sont très pressés. Je leur dis, moi je suis professeur de français, et je vois à peu près comment s'est faite l'histoire de la littérature française. Et c'est des courants qui arrivent à contradiction surmontée. Hein? On ne peut pas oublier l'héritage. Hein? Et ils veulent faire la révolution. Il y en a qui ont écrit lundi et parlent même d'entrer dans le programme mardi. Et puis parfois, lorsque vous lisez leurs œuvres, je dis, la littérature, c'est pas une histoire, hein? C'est pas écrire une histoire tout simplement. C'est plus, il faut donner une épaisseur à l'écriture. Il faut quelque chose de plus. Bon, tout ça fait partie de l'aventure. Je crois qu'on arrivera à retrouver notre unité, comme les deux siamois de mon livre. Hein? Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Et nous prendrons le temps, parce que le livre vient d'être primé, on ne l'a pas encore lu, vous venez de lire quelques extraits. Est-ce que vous avez un mot à adresser d'abord au public et puis aux autorités par rapport aux œuvres de l'esprit? Les autorités, c'est pour les encourager. Bon, on les verra aussi dans les coulisses, les coulisses convenables. Il y a des choses qui ne se disent pas publiquement. Et puis le public, je l'invite à découvrir les auteurs togolais. Il y en a beaucoup à l'extérieur qui font la fierté du Togo aujourd'hui. Comme à Débayor, il n'y a pas qu'à Débayor. Il n'y a pas que les jambes qui jouent à l'extérieur. Il y a beaucoup de têtes qui jouent à l'extérieur. Et à découvrir aussi les auteurs de l'intérieur. Et moi, ce que je dis aux gens, n'ayez pas peur de critiquer les œuvres. Moi, je ne serais pas arrivé à un certain niveau si je n'ai pas entendu les critiques. Il faut accepter de critiquer et je les invite à critiquer, à apporter leurs apports, à voir dans chaque œuvre les forces et les faiblesses. Ça permet de créer un très bon avenir pour la littérature. Alors le message est passé. Il faut de la visibilité pour nos auteurs. Il faut que les médias s'en mêlent. Il n'y a pas très longtemps, à une certaine époque, il y avait des émissions sur les médias publics. Toutes ces émissions ont maintenant disparu. Il faut quand même que les supports médiatiques permettent aux auteurs d'être visibles et que les œuvres des auteurs togolais puissent être connues par nos élèves, nos étudiants, pourquoi pas les insérer dans les programmes scolaires. Et donc, c'est quand même un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous vous disons merci et on espère que vous allez continuer la promotion de ce livre-là et que d'ici un moment, le destin d'Agbeto sera lu un peu partout dans les écoles togolaises. Merci, monsieur Assiobo, de passer sur... C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. À plus tard. Oui.